Alors dans ma vie, le contact avec les êtres spirituels a toujours eu beaucoup d'importance. En fait, déjà, lors de mes expériences de mort imminente, j'en ai vécu 7, suite à des crises d'asthme très graves, entre mes 3 ans et mes 18 ans. Donc j'avais l'habitude, je passais par le tunnel, et des deux côtés du tunnel, je voyais ces êtres lumineux, donc des silhouettes chatoyantes, lumineuses, sans visage, mais qui m'étaient familières. Je n'aurais pas su dire d'où je les connaissais, mais c'était clairement des personnes familières en tout cas. Personne, on ne peut pas dire personne évidemment, parce que quelle était leur forme, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y avait un amour inconditionnel qui émanait d'eux. Déjà, tout ce règne, tout ce monde spirituel de l'autre côté du voile est juste un géant bain d'amour inconditionnel. J'avais l'impression de rentrer chez moi et eux, ils me souhaitaient la bienvenue à nouveau chez moi. Même si après les choses se sont gâtées quand il fallait que je retourne. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. En tout cas, c'était aussi ces êtres de lumière-là qui me montraient à chacune de ces expériences de mort imminente la revue de la vie que j'avais vécue jusque-là. C'est-à-dire, donc c'est comme un film, mais qui n'était pas comme ici seulement le son et l'image, mais où il y avait aussi tout le ressenti. Et le ressenti aussi bien de ce que moi j'avais vécu pendant ces expériences, mais aussi de ce que j'avais fait vivre à d'autres. Donc des moments de joie, de partage, d'amour, mais aussi des moments de haine, de ressentiment, de frustration et de négativité. Et donc leur attitude était tellement bienveillante, parce que c'était juste une évidence. C'était voilà ce qui est déjà fait, voilà ce que tu as déjà gagné, ce que tu as déjà transformé, voilà ce pourquoi il va falloir retourner pour transformer justement ces éléments sombres jusqu'au moment où ils soient perméables à l'amour, au bonheur, à l'abondance, à la santé, enfin tout le positif. Donc les lois universelles, c'est en fait tout simplement le positif sans le contraire négatif qu'on connaît ici sur Terre. Alors, donc c'était très agréable et cette attitude-là, c'est vraiment une attitude qu'on pourrait adopter à notre égard. Le simple fait de se dire, ben oui, j'ai des défauts, mais je suis là pour mes défauts, pour les transformer au lieu de tomber dans la honte et la culpabilité, juste savoir, ok, je vais transformer ça. Et c'est certain que leur attitude de bienveillance et de tolérance et d'amour, puisque c'est pas que quelque chose allait m'être refusé suite au fait que j'avais ces défauts. C'était juste tout à fait ok d'avoir ça. Et j'essaye encore aujourd'hui non seulement d'appliquer ça à mes propres défauts, puisque je sais que je suis là pour ça, mais aussi aux défauts des autres qui m'entourent. Donc quelque part c'était chouette. Après ça, j'ai toujours su qu'ils étaient là quelque part autour de moi. C'était comme une évidence que j'étais accompagnée, que j'étais entendue. Et j'avais toujours de l'inspiration quand je devais prendre mes décisions. C'était comme une évidence. Et à un moment donné, cette vague réalité qui était comme un climat de ma vie quand j'étais petite ou dans mes jeunes années, enfin dans mes années de jeune adulte, c'est devenu plus réel, plus concret. Un jour, je devais avoir 28 ans à peu près, je pense, quand j'ai été faire un soin énergétique. Et à ce moment-là, cette réalité qui restait quand même assez vague est devenue une réalité beaucoup plus présente. Donc jusque-là, en fait, j'avais une attitude de nostalgie vis-à-vis du haut. Et donc je m'étais lancée tout en ayant une vie tout à fait ordinaire, avec un travail, etc. Je faisais 1000 formations, je me formais à des tas de techniques spirituelles ou psychologiques. J'ai fait ma première psychanalyse à 16 ans, tentant de retrouver justement ce que j'avais connu de l'autre côté du voile. J'ai fait des formations, je me suis formée à l'astrologie, aux runes, au tarot, différentes techniques de psychothérapie, mais tout ça était bien fascinant et vraiment très gratifiant, mais sans pour autant se rapprocher de ce que j'avais vécu de l'autre côté. Donc, avec une certaine frustration quand même, avec une nostalgie qui faisait que ce qui se passait sur Terre, ça ne m'intéressait pas trop, quoi. Je trouvais que c'était d'un ennui profond, parce que j'avais connu la vraie vie, c'est-à-dire celle qui est beaucoup plus pleine, qui est beaucoup plus libre aussi, qui est
et qui correspond totalement à ce que j'avais envie de vivre, en fait. Ça, c'était donc de l'autre côté. Donc ici sur Terre, je voulais repasser par le plafond. J'espérais que le plafond allait s'ouvrir d'une façon ou d'une autre. Évidemment, il est bien resté en place. Et je voyais vraiment cette différence entre le monde joli là-haut et alors le monde dilué ici en bas. En fait, ce soin énergétique a vraiment fait toute la différence parce que tout à coup, je pense que c'était la première fois que mon premier chakra était ouvert, pour ceux qui connaissent cet enseignement-là. En fait, tout à coup, il y a un nouveau monde qui s'est ouvert, c'est-à-dire c'est comme si ce qui avait été un monde de couleurs un peu fanées devenait tout d'un coup plus intense et du coup la vie sur Terre a eu brusquement un attrait, un réel attrait pour moi. Après ça, voilà, c'était à la fin du soin, je savais que j'étais pas seule. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais une autre voix dans ma tête. Et vraiment, ça m'a fait peur les premiers jours, puisque, voilà, je me disais, est-ce que j'entends des voix? Est-ce que je suis devenue schizophrène? J'ai vraiment douté de ma santé mentale à ce moment-là. Sauf que je me suis vite habituée à cette deuxième voix qui était un petit peu plus intelligente, un peu plus sage, un peu plus aimante aussi que ma propre voix. Donc, en tout cas, si j'étais schizophrène, c'était pour un mieux. Et cette entité-là me montrait, parce que c'était vraiment une entité, hein, je sentais que c'était une présence séparée, et qui me montrait une vision de la vie bien plus large. C'est-à-dire, au lieu de voir les choses en opposé, blanc, noir, beau, moche, juste, faux, c'est comme si je voyais la globalité d'une situation, d'une personne, pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et pourquoi elles doivent être ce qu'elles sont. Et donc c'est-à-dire c'est juste beaucoup plus large et surtout global. Donc une approche de non-dualité qui est très rafraîchissant et qui génère beaucoup moins de souffrance que l'approche de la dualité. C'est relativement facile de développer ce regard en tout cas. À ce moment-là, ce praticien, donc énergétique, c'était quelqu'un qui avait fait les études à l'école de Barbara Brennan, pour ceux qui connaissent les travails énergétiques. Puis en fait, lui-même était médium. Il dit, j'ai un message à te transmettre. On te demande de travailler autrement que ce que tu prévois de faire. À ce moment-là, je me formais en psychanalyse jungienne, c'était ce qui m'avait le plus rapproché. Et on me demandait d'être canal pour un être de lumière. Et donc... Bon, moi, ça ne me plaisait guère, puisque cette perspective, je n'en voulais pas du tout, puisque justement, j'avais déjà un job très bien correct et tout ça dans la réalité terrestre, et puis en plus, je voulais aller vers ça, vers une certaine légitimité. J'avais un certain talent au niveau de la psychologie, c'est certain, mais c'était plus... Je voulais rentrer dans une normalité, quelque chose qui était déjà connu, parce que j'avais toujours été un enfant bizarre, évidemment, en ayant vécu ces expériences de mort imminente, j'avais pas la même conscience que les autres enfants autour de moi. Du coup, j'ai vécu beaucoup de rejet, beaucoup de frustration de ce côté-là, du rejet de la part de mon père notamment, et c'était vraiment pas drôle. Donc moi, j'avais qu'un seul souhait, c'est d'enfin avoir l'air normal et d'appartenir à un monde dans lequel j'allais avoir ma place. Donc ici, ils étaient de nouveau en train de me tenter avec quelque chose qui allait certainement pas me faire entrer dans la normalité. Donc j'ai dit non, très simplement, même si c'était très, très agréable d'avoir cette deuxième voie à laquelle je pouvais me référer pour ma vie quotidienne, quoi. Un peu égoïstement dans un premier temps. Ensuite, donc moi j'ai dit non, et puis je pensais que ça allait en rester là, mais en fait c'était pas si simple, parce qu'il y a une série d'événements très étonnants, très étranges, qui sont venus se placer dans ma vie quotidienne. Par exemple, un jour, je suis allée avec ma fille et plusieurs de ses petits amis, on était allés au cinéma, on était dans un fast-food et j'avais jeté le plateau, enfin avec les crasses, dans la poubelle. Et puis après, en arrivant au cinéma, je voyais que j'avais plus mon portefeuille, donc je suis retournée, puis j'ai demandé est-ce que je peux récupérer, c'est peut-être jeter. Non, vous ne pouvez pas vérifier les poubelles, tant pis si vous l'avez jeté là-dedans, c'est parti, c'est fini. Impossible de le récupérer. J'ai dit ok, j'ai perdu mon portefeuille, mes cartes de crédit, mon argent, etc., ma carte d'identité, c'est pas grave, je vais les refaire. Et c'est 3 semaines plus tard, en prenant une voiture de remplacement chez mon garagiste,
Quand j'ai mis mes mains sur le volant, mon pied sur la pédale, j'ai senti qu'il y avait un objet là et je me suis penchée et c'était mon portefeuille. Je ne vous mens pas. C'était tout à fait étonnant, incroyable, impossible même. Donc, freaky, ça faisait peur, ça c'est certain. Et puis, quelques semaines plus tard, on est parti en vacances et sur l'autoroute près de Strasbourg, tout d'un coup, j'ai vu une forme lumineuse, un triangle inversé, mais d'une netteté extraordinaire, vraiment, mais donc de la matière des nuages, en fait, de la même intensité, mais sauf un peu plus argenté, etc. Donc c'était quelque chose qui restait là, comme un nuage, mais sauf que c'est pas possible, un nuage de cette forme-là. Après, j'ai regardé, puis il y avait pas mal de circulation, j'ai regardé les voitures autour de moi, aucun conducteur n'avait l'air effrayé. Donc j'ai dit, ok, c'est mon hallucination, c'est quoi ce truc-là? Et c'est au moment où je suis passée juste en dessous de ce triangle qui ne bougeait pas, que ma tête a été violemment tournée vers la droite et où j'ai vu sur une colline un magnifique pommier en fleurs, un peu évanescent, c'est-à-dire il n'était pas vraiment dense, de toute façon c'était pas possible, c'était le plein mois d'août, il n'y a pas de pommier en fleurs au mois d'août. En tout cas, voilà, je continue ma vie, tant bien que mal, toujours en me disant, ok, un jour ça va cesser ces choses-là. En retour de vacances, je reprends mon job et dans la même journée, j'ai eu 2 accrochages en voiture, 2 fois. Une fois, j'étais devant un feu rouge, il y a quelqu'un qui me rentre dedans par derrière. En prenant ma voiture le soir, il y a aussi une voiture derrière moi qui me rentre dedans en se garant. C'était vraiment comme pour me dire, bouge quoi, bouge tes fesses, agis. Et donc, ok, à ce moment-là, j'ai cédé et je suis retournée voir l'énergéticien en disant, ok, ça consiste en quoi, cette histoire de channeling, quoi. J'ai toujours cru que j'avais le choix, mais en fait, est-ce que j'avais vraiment le choix? Je me pose encore la question aujourd'hui. Toujours est-il que du coup, ils m'ont posé la question si j'acceptais de prêter mon corps ou si je voulais rester présente. Et donc ça, c'était non. Je dis, je veux rester. Ils m'ont dit, ben, dans ce cas, il va falloir que tu développes, que tu entres sur un chemin de purification pour développer amour et humilité. Je me souviens que ça m'avait vexée à l'époque parce que je me trouvais déjà très humble. Et que j'allais surtout être seule pendant un moment, qu'il fallait que je recommence à zéro, que j'allais perdre tous les contacts. Et d'ailleurs, ça a été une période noire. Effectivement, j'avais plus de rêves signifiants, j'arrivais plus à méditer correctement. Je me sentais vraiment toute seule, abandonnée. C'était une période très grise. Parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'était que je devais construire un pont à partir du monde matériel vers ce monde spirituel. J'avais beaucoup de facilité à moi-même flotter dans les mondes spirituels, mais du coup, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour le plan terrestre. Donc, du coup, il fallait que je reconstruise ce pont à partir de mes efforts, ma volonté. Alors, ici, à ce moment-là, je me suis mise à travailler. Alors, en quoi est-ce que ça a consisté, justement, cet apprentissage du channeling? Ben, ça a été de méditer beaucoup, et je méditais plusieurs heures par jour, souvent le soir, mais aussi en journée. Lors de ma pause de midi, à ce moment-là, j'allais me mettre sous un magnifique marronnier dans le parc Léopold. Je vais encore le voir de temps en temps. Ça m'aidait énormément. Donc je m'adossais à lui, puis je méditais, puis je laissais venir les choses. C'est-à-dire, j'essayais de me vider de mes émotions, de mes pensées, ce qui n'est pas facile. Comme si le but c'était d'atteindre un état de limpidité, comme un lac de montagne, à partir duquel des choses allaient pouvoir émerger, mais qui n'allaient pas provenir de moi. Donc au départ, c'était des objets que je voyais, c'est-à-dire ça pouvait être une feuille, une branche, une fleur. Et puis après, petit à petit, c'est devenu plus précis, comme ça pouvait être un mot, une phrase ou un concept. Et puis, au bout de quelques temps, j'ai été aidée. Il y a une entité qui a émergé à ce moment-là dans ma conscience, qui se faisait appeler Ovam, et qui m'aidait justement, qui me donnait des instructions sur comment je devais travailler pour libérer cette capacité-là, cette médiumnité-là. Alors, je me souviens que ce que lui faisait, c'était de me montrer des mondes. Parfois, je me réveillais en plein milieu de la nuit et j'étais dans un autre règne d'existence.
C'était très effrayant au début, puisque au départ c'était le bas astral où je voyais vraiment des êtres qui étaient désespérés, qui avaient beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup d'agressivité, et qui voulaient entrer en contact avec moi. Elles étaient faites d'une espèce de matière gluante, et ça me faisait très peur. Et l'instruction c'était tu ne réagis pas, tu n'interagis pas avec eux. Une autre période, c'est chaque fois plusieurs semaines, c'était des mondes mythiques, là où j'y rencontrais des êtres, des dragons, un peu effrayants quand même, des démons, mais plus impersonnels quelque part que dans le premier cas. Et puis en fait la dernière étape ça a été le monde des défunts, et ça c'était beaucoup plus difficile de ne pas réagir, puisque j'étais vraiment touchée en fait par ces êtres-là, parce que j'arrivais vraiment à les comprendre, à les ressentir, la souffrance. J'ai vu justement, il y avait un jour assise sur ma commode une jeune fille, enfin bon, une jeune mariée en fait, elle était en pleurs, elle était en robe de mariée un peu des années 20, et elle pleurait, et j'avais qu'une seule envie, c'est d'aller la consoler, mais là encore l'instruction c'était non, tu ne peux pas interagir avec aucun de ces mondes, puisque ton canal s'adresse à des êtres d'une élévation plus grande en fait. Et donc on a continué comme ça jusqu'au moment où l'entité a disparu, n'apparaissait plus. À ce moment-là, j'arrivais vraiment à recevoir des messages, et je me suis demandé, tiens, quand est-ce que je vais savoir si je suis prête à canaliser? Est-ce que je vais avoir un signe? Et j'ai donc demandé, voilà, montrez-moi quelque chose, montrez-moi un feu vert, s'il y en a un, si je dois commencer à faire une pratique. Tout ça était évidemment très nébuleux, hein. J'étais quand même seule, je tâtonnais, je ne savais pas, tout ça, c'est de se dire est-ce que c'est vraiment réel tout ça, ou est-ce que je l'invente, et j'ai beaucoup douté de moi pendant toute cette période. Et alors jusqu'au jour où donc j'ai participé à une formation organisée par l'université de Louvain. Et c'était donc un professeur en psychologie qui venait des États-Unis donner un enseignement qui s'appelait le cœur intuitif. C'était une formation pour apprendre justement à développer ses capacités extrasensorielles, son intuition. Et donc, c'était plusieurs jours, et donc j'ai participé, puis l'interprétation n'était pas bonne. C'est vrai que par exemple les langues, ça c'est quelque chose que j'ai ramené de mes expériences de mort imminente, c'est que les langues sont faciles pour moi. Il me faut relativement peu de temps pour apprendre une langue, et c'est valable pour tous les systèmes symboliques quelque part. C'est-à-dire je peux comprendre l'astrologie facilement, les tarots, les runes, tout ça c'est... Et puis les langues, parce que c'est un système symbolique, c'est un système de pensée, c'est une structure, et j'arrive relativement facilement à décoder cette structure. Donc c'est vrai que je parlais très très bien anglais. Et je grimaçais chaque fois que j'entendais ce pauvre jeune interprète faire des erreurs, mais qui changeaient vraiment la signification. Et donc le professeur s'en est rendu compte, il est venu me voir à la pause, il a dit est-ce qu'il y a un problème avec l'interprétation? Je dis oui, je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai que il y a vraiment un souci. Puis il m'a demandé, il a remercié l'autre jeune homme, il m'a demandé est-ce que je pouvais traduire pour lui le reste de cette formation, c'était 5 jours je crois. Et j'ai dit oui, volontiers. Et alors le soir, il m'a invité pour aller au resto avec son équipe, et je me suis retrouvée face à lui, et donc c'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il était en fait le président de l'association pour, ça s'appelle Association for Research and Enlightenment, c'est la fondation de Edgar Cayce. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais Edgar Cayce était un médium très célèbre aux États-Unis, qui était né en 1878, et qui était en fait illettré, mais quand il se couchait sur son canapé, il y avait une voix qui venait et qui donnait des enseignements, justement, ou des consultations médicales. C'était un être qui le traversait, qui donnait des indications. Il y avait quelqu'un qui prenait note de ses remèdes, etc. Donc ça, vous pouvez consulter sur Internet Edgar Cayce. Et donc, c'est vrai que pour lui, ça semblait tellement naturel, tout ça, comme si je lui avais raconté ma voiture est bleue. Mais, donc il m'a dit, oui, on va vérifier ça. Hein. Il a dit, mets-toi en méditation ce soir à 10h, je t'envoie quelque chose par télépathie. Ça, c'était vraiment le stress de ma vie. Je dis, oula, ça, là, maintenant, c'est là maintenant que je vais savoir si c'est vraiment réel tout ça. Et en fait, à ce moment-là, je savais que je voyais rien, puisqu'en fait, tout ce que je voyais, c'était des petits dessins en noir et blanc, et notamment une chèvre avec des ailes. J'ai dit, ok, je délire ici, je suis tombée dans une BD, c'est pas possible, c'est raté.
Donc le lendemain matin, je me précipite pour lui dire « ça n'a pas marché, j'ai pas pu ». Il me dit « chut, assieds-toi ». Et puis il est passé avec un livre et il a montré à tous. En fait, c'était un livre dans lequel il y avait ses dessins, c'était en fait ses dessins, et notamment la chèvre ailée, c'était l'emblème de son ranch dans les montagnes Blue Ridge de Virginie, qui s'appelle le Flying Goat Ranch, la chèvre volante. Donc, ok, ben là, c'est sûr que là, je ne pouvais plus offrir de résistance, ça semblait vraiment réel, que j'avais réellement développé quelque chose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on imagine que c'est faux tout ça? Peut-être qu'on a tous cette capacité juste d'avoir l'intuition, nous savons qu'elle existe, le sixième sens. C'est sûr que ce n'est pas vérifiable, mais ce sont des facultés qui sont dormantes chez tous les êtres humains, et y compris le channeling. Si ces fréquences sont disponibles, si nous voulons bien nous brancher sur elles. Tout dépend évidemment de l'usage qu'on va en faire après. Donc, à ce moment-là, j'avais eu mon feu vert, et là, je me suis dit, ok, ben, maintenant je vais trouver quelqu'un, je vais essayer de canaliser pour quelqu'un. Et en fait, le premier, ça a été mon prof de salsa, qui était un jeune homme très sage, très sympathique, etc., mais qui, à ce moment-là, traversait un chagrin suite à une rupture amoureuse. Donc, j'ai dit, écoute, si tu veux, peut-être que tu as ton guide personnel qui veut te dire quelque chose. Effectivement, c'est le guide personnel qui est venu. Et là, j'étais très étonnée parce que je me suis retrouvée dans un monde... je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Je me suis retrouvée comme dans sa vie à lui. Et là, j'ai vu qu'il y avait comme une ambiance de... Il y avait de l'amour, mais c'était un amour de possessivité, de possessivité sexuelle, de jalousie, de passion déchirante. Et assez sombre en fait. Et j'étais étonnée puisque ça ne collait pas trop avec disons la personnalité que je connaissais de ce jeune homme. Et en fait, par la suite, ça a été encore plus embêtant puisque lui, il est venu avec un mal de genou parce qu'il avait une blessure, et puis en fait, il est parti, il dit « oh merci ». Il dit « j'ai plus du tout mal au genou ». Par contre, moi, je me suis retrouvée à avoir mal au genou pendant 3 semaines. Puis après, j'ai appris des techniques, évidemment, d'enracinement pour ne pas justement que cet effet miroir soit durable. Donc c'était, voilà, à ce moment-là, j'ai commencé le bouche à oreille à fonctionner, je me suis mise à disposition pour quelques amis, puis ils en ont parlé, puis les gens me contactaient, puis très rapidement, j'ai eu une belle clientèle. Je faisais ça en dehors de mes heures, parce que je travaillais toujours à temps plein, et donc c'était le soir ou le week-end, etc. Et donc, j'avais rapidement un agenda complètement plein. Et ça allait, c'était agréable. C'est vrai que c'était tellement chouette de voir les gens à travers ce regard qu'un ange porte sur la personne, son ange gardien, des anges, des archanges, des guides personnels. Parfois il y avait un nom, parfois il n'y en avait pas, c'était selon. Mais en tout cas, à chaque fois il y avait un rituel, il y avait toujours des louanges, des remerciements. Parce qu'en fait, les êtres de lumière nous trouvent très courageux d'accepter de faire cette expérience terrestre. Donc il y avait toujours des remerciements, des louanges, des bénédictions aussi magnifiques, des énergies d'amour, de lumière. Enfin, c'était juste un bain très agréable à chaque fois. Et c'est vrai qu'après, je voyais cette personne tout à fait différemment que quand je l'avais vue arriver. On voyait que justement des personnes qui ne payent pas de mine, qui ont fait un monde intérieur très riche, plein d'amour, de douceur, de tendresse, alors que d'autres personnes qui semblent très sûres d'elles étaient en fait en proie à des démons intérieurs, à des grandes difficultés dans leur vie émotionnelle. Donc ça, c'était intéressant à le percevoir, qu'ici sur Terre, on ne sait pas vraiment qui sont les personnes suite à leur physique, d'où l'intérêt de ne pas juger les gens sur leur physique en tout cas. Et ça, c'est ce que ça m'avait apporté. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait donc un espèce d'engouement, les gens revenaient souvent, à peu près tous les 3 mois, souvent elles voulaient... il y avait comme une relation de dépendance qui s'installait. Et donc j'étais un peu choquée parce que il y avait donc les louanges, il y avait les bénédictions, mais il y avait surtout toujours un message, toujours une invitation à changer d'attitude sur un élément, une invitation à se développer, à se poser des questions, à transformer quelque chose. Et puis, la fois d'après, quand la personne revenait, je voyais bien qu'elle venait pour les louanges, pour le contact avec ces êtres de lumière, pour le côté mystico-pété de la chose peut-être, mais en tout cas, je ne les voyais pas mettre en application ce travail. Alors,
C'était frustrant parce que c'est vrai qu'au bout de quelques temps, où j'étais en fait comme un poste de radio, puis je me branchais sur la fréquence qui était émise pour cette personne, c'était frustrant puisque moi j'étais là, muette comme une carpe, je pouvais rien dire, c'était juste, et je voyais que cette dépendance, et j'étais frustrée, même si ça marchait très bien, c'était pas du tout ça que je voulais, j'ai regretté à ce moment-là d'avoir accepté de faire du channeling. Et puis un jour, bon, je pense qu'il était 8h du matin, je devais amener ma fille à l'école, j'avais mon bébé dans les bras, j'avais déjà eu 3 coups de fil pour des rendez-vous urgents, et donc notamment une dame qui voulait un rendez-vous d'urgence parce qu'elle voulait décider de la couleur de sa prochaine voiture. Alors là, je me suis dit, bon, ça, je peux quand même plus me prêter à ça, quoi. Toute cette préparation, tout ce travail de purification, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, cet énergéticien m'a aussi donné un corps d'enseignement, enfin, c'était juste un lien, qui s'appelle les enseignements du Pathwork, et ce sont aussi des textes qui ont été transmis par voie médiumnique entre 1957 et 1979 à travers un médium qui s'appelait Eva Pierrakos. Et là, en fait, ça avait été le plus beau cadeau de ma vie, puisque c'est là que j'ai vécu en un seul instant, en lisant ces textes, que j'ai retrouvé exactement ce que j'avais vécu de l'autre côté lors de mes expériences de mort imminente. Donc ça existait bel et bien ici sur Terre, c'est juste que je ne l'avais pas encore trouvé. Et là, j'ai parcouru mon propre chemin de développement avec ça. Ça a pris au moins 3 ans, et c'est pas fini, hein. Maintenant on est 30 ans plus tard, mais je suis tout le temps en train de transformer, hein, parce que c'est illimité, puisque notre âme est illimitée. Donc la purification est éternelle, elle est toujours possible. Et le mot purification fait peut-être un peu peur, il est un peu désuet peut-être, mais c'est juste la transformation de nouveau de ces éléments en nous qui sont sombres et qui peuvent se développer, se retrouver, se liquéfier plutôt à nouveau comme à l'origine, c'est-à-dire dans leur substance divine d'origine. Et ça, c'est extraordinaire de faire ce travail, c'est très gratifiant, puisqu'effectivement, au fur et à mesure que nous changeons d'attitude à l'intérieur de nous, notre vie matérielle change aussi. Donc c'était justement de ces messages-là qu'il s'agissait dans ces contacts avec les anges et les archanges. C'était ça qu'il disait aux gens, et c'était ça que les gens n'avaient pas envie d'entendre. Donc à ce moment-là, j'ai refusé de prendre encore des nouveaux rendez-vous, j'ai décidé d'accorder un rendez-vous qu'une fois par an. Alors ça, évidemment, c'est pas très bien passé, parce que pour moi, c'était évident qu'il fallait au moins 1 an pour intégrer un message d'une telle profondeur, d'une telle largeur. Donc effectivement, la plupart des gens sont fâchés, ont voulu me rayer de leur liste, ok, tant pis. Par contre, il y en avait quelques-uns qui avaient déjà commencé à faire ce travail, et qui étaient d'accord et qui trouvaient effectivement que c'était important de faire ce travail de purification de soi. Et bien voilà, à partir de ce moment-là, j'ai proposé à ces gens, est-ce que ça vous intéresse que je vous traduise un des enseignements du Pathwork? Il y en a à peu près 258, plus encore des séances de questions-réponses. Si ça vous intéresse, allez voir sur mon site troisièmepôle.be. Il y a un onglet avec les enseignements du Pathwork. Je les ai traduits et elles sont à disposition gratuitement. Alors, on a commencé à travailler, c'était donc oralement que j'ai traduit, il n'y avait rien d'écrit encore à ce moment-là, maintenant ils sont là, mais avant ce n'était pas le cas. Donc on a commencé à travailler autour de ces textes, une première rencontre, c'était donc le 15 décembre 2002, ça fait bientôt 20 ans, et c'était la naissance de ma méthode de travail sur soi, le 3e pôle, parce qu'en fait c'était donc ces enseignements du Pathwork, avec en plus les messages qui sont intervenus, puisque dès la première fois, quand on a médité, il y a une entité qui s'est manifestée à travers moi et qui nous a souhaité la bienvenue sur cette aventure extraordinaire qui allait être l'exploration de nos profondeurs. Et il y avait des messages, mais qui du coup s'adressaient à une collectivité. On était quelques-uns, et donc on a reçu une guidance pour mieux nous transformer, pour retrouver justement cette dimension spirituelle dont nous sommes tous issus. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est devenu régulier, hein, donc c'était 1 fois par semaine, et cette entité intervenait 1 fois par semaine. Il y a eu plusieurs étapes, puisque moi, mon canal, il était encore en train de s'ouvrir à ce moment-là. Au départ, on nous a dit, vous pouvez vous adresser à une plateforme vibratoire qui a été créée pour votre travail.
Puis, à peu près 6 mois plus tard, il a dit, vous pouvez vous adresser à moi comme le guide technicien. Donc, enfin, ils ont un peu d'humour, parce que qu'est-ce que ça veut dire, un guide technicien? Et puis, c'est en 2007, je pense, que ce guide a dit, je suis le guide. Alors maintenant, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette entité? C'est difficile à dire, parce que l'identité dans ces règnes-là, ne sont pas, ça se passe pas du tout comme ici. Donc une identité, déjà pour vous dire que notre nom, hein, on a reçu un nom à la naissance, parfois on n'est pas d'accord du nom, on n'est parfois pas d'accord pour le genre, pour le sexe, pour donc l'assignation, etc. Mais c'est parce qu'on est tellement plus immense que ce qu'on pense. Déjà le nom, quand j'entends le nom d'une personne à travers les yeux d'un ange, eh bien, à travers la voix d'un ange, eh bien, il y a effectivement, il y a une matière, il y a une substance, il y a une couleur, il y a une vibration, il y a un son et il y a une odeur. Donc c'est juste que c'est, enfin, et encore d'autres sens que je ne peux pas vous décrire parce qu'ils n'ont pas de nom ici sur Terre. Donc du coup, déjà un être humain qui a un être humain qui est essentiellement un être divin. Mais donc, cette immensité, alors ces êtres-là, qui sont quand même d'une envergure tellement au-delà de ce que nous pouvons imaginer, en tout cas c'est mon cas, cette entité que je canalise encore aujourd'hui, eh bien c'est pas mon pote quoi, c'est donc vraiment, c'est un être qui a une immensité, un amour, une lumière tellement brillante que, ben voilà, c'est juste inconcevable. Et c'est juste de l'amour. En fait, c'est ça, leur qualité, c'est leur qualité d'amour qui est leur identité, c'est-à-dire leur transparence à l'amour. Et donc, tout le travail que nous faisons, c'est aussi de nous rendre transparents à l'amour, qu'on soit conscient de ça ou pas en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'on est là sur Terre, en fait, tout simplement. Alors, donc, ça, c'était en 2002. Depuis, il y a à peu près 3000 pages de matière. Maintenant, il intervient encore une fois par mois à peu près, c'est-à-dire ici en tout cas pour les francophones, donc je canalise en ligne ou en présentiel, ici en Belgique, mais je fais aussi des channelings pour des personnes au Brésil, des grands groupes de personnes au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, où il y a beaucoup de demandes, enfin, c'est donc qui travaillent aussi avec ces enseignements en fait. Et pour moi, c'est un immense privilège de pouvoir canaliser cet être de lumière, même si j'ai été très réticente au début. Je vois effectivement que si les personnes sont sincères à vouloir retrouver leur pureté d'origine, leur beauté, leur amour d'origine, eh bien ces enseignements sont d'une valeur absolument extraordinaire, puisque l'entité va vraiment vous montrer voilà où il faut regarder, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui sont à transformer, mais comment savoir? Et alors c'est ce lien entre les événements de notre vie quotidienne, pourquoi ils sont là. Donc quand ça nous déplaît, c'est toujours quelque chose qui est en devenir, une potentialité de transformation. Et quand c'est les vacances, on profite des vacances. Et quand ça coince, eh bien, on fait un petit peu de travail. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice de ces messages. C'est-à-dire que c'est toujours une vision à laquelle on n'a pas pensé. La vérité, c'est qu'on nous a trop réduits, c'est que nous nous réduisons trop parce que nous sommes focalisés sur cette dimension matérielle. Alors à ce moment-là, nous n'avons que notre intellect, alors que l'intellect, il a peur. Il ne peut prévoir qu'un avenir douloureux, que pénible. Il ne voit pas la totalité de ce qui est à percevoir, puisqu'effectivement, on se réduit. Bon, religion, c'est une réduction. La science aussi, c'est une réduction. En tout cas, pour le moment, il y a tellement de choses qu'on peut vivre de manière empirique, mais qui ne sont pas non plus des vérités pour lesquelles il faut se battre, puisque c'est tellement personnel, en fait, tout ça. Et c'est cette multidimensionnalité de qui nous sommes qui est vraiment favorisée par l'application de ces enseignements. Alors pour vous, ne doutez pas un seul instant, c'est-à-dire que vous êtes accompagnés, il y a autour de vous, bien sûr, des personnes de votre passé, c'est-à-dire des défunts éventuellement, de temps en temps. Il y a les anges, les archanges, vos guides personnels, ils sont là. Vous le savez peut-être en théorie, mais ouvrez-vous à en faire l'expérience. Vous pouvez tout simplement, en étant assis en silence quelques instants chaque jour, devenir conscient de leur présence. Et à partir du moment où vous faites ça, cette méditation quotidienne, c'est comme s'il y avait une petite lumière qui s'allumait au-dessus de votre tête, et à ce moment-là, là-haut, ils ont la tâche de faire en sorte que rien qui ne soit pas pour votre plus grande évolution ne puisse vous arriver. Donc il y a un élément de protection, mais en même temps, si vous acceptez
d'entrer en contact plus étroit avec eux, ils vont se manifester à vous par les synchronicités, par un langage. En tout cas, vous pouvez accélérer ces messages et ces prises de conscience qu'ils sont toujours là à vouloir vous transmettre.